Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Donc, la plateforme Engagement du FIR a le plaisir de vous convier à ce brief investisseur en collaboration avec la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, qui est une organisation qui représente 192 organisations de défense des droits humains dans 100 pays et qui a pour l'objectif de mettre en lumière la violation des droits humains dans ces zones. Et aujourd'hui, on a choisi de vous exposer 3 sujets d'actualité à la suite de la sortie de 3 rapports. En Arabie Saoudite, en Birmanie et en Israël-Palestine. Donc, pour chaque sujet, Antoine Madelin, directeur du plaidoyer à la FIDH, contextualisera en introduction. Et on commencera tout d'abord par le projet NEOM, présenté par Lina Alatloul, chef du suivi et du plaidoyer dans l'association Al-Cast, qui veut dire justice en arabe. Ensuite, on continuera avec la Birmanie, où Johanna Chardonnerias, coordinatrice chez Info Birmanie, s'attardera sur ce sujet et sur le contexte actuel en Birmanie sur les droits humains. Et enfin, Gaëlle Dussel-Plucreux, qui travaille aussi à la FIDH en tant que directrice adjointe au Bureau mondialisation et droits humains, s'épanchera donc sur le rapport d'une coalition d'ONG, Don't Buy Into Occupation, pour parler de la situation en Israël-Palestine. Donc, je vous informe qu'il y aura une session de Q&A pour les 15 dernières minutes du webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà, pendant le webinaire, poser vos questions à l'écrit dans le chat et prendre la parole. Vous pourrez aussi prendre la parole à la fin du webinaire si vous le souhaitez en posant des questions à l'oral. Et je vous informe que le webinaire est enregistré et qui sera potentiellement republié en replay. Si jamais vous ne souhaiteriez pas qu'il soit republié, n'hésitez pas à nous le dire en aval du webinaire. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Antoine Madelin et je vous souhaite une très bonne session. Merci beaucoup, Justine. Merci à chacune et chacun de participer aujourd'hui à ce webinaire. On va commencer par vous parler d'Arabie Saoudite. Et voilà, donc Justine a présenté Lina qui va prendre la parole, Lina de notre organisation membre en Arabie Saoudite, Al-Cost. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir entendu parler du projet NEOM, hein, qui a notamment fait l'actualité médiatique à l'automne dernier, quand le site a été choisi pour accueillir les Jeux d'hiver d'Asie en 2029. Plusieurs parmi vous, peut-être, ont aussi entendu parler ou derrière les caméras ont vu un certain nombre de démarches mises en place par les investisseurs du projet qui sont à la recherche d'autres investisseurs. Et donc, du coup, pour beaucoup, c'est un sujet de discussion pour comprendre quelle est la teneur de ce projet. Et alors, une réalité qui est beaucoup moins glossy que les plaquettes de présentation du rapport est beaucoup plus sombre sur le terrain est celle des droits humains. Et notamment quand quelques jours concomitamment autour de l'annonce de l'octroi des Jeux d'hiver là aussi de NEOM, nous avons appris que 3 leaders des communautés affectées par le projet, des 3 dirigeants des tribus Howeita, ont été condamnés à la peine de mort en raison de leur critique ou opposition du projet. Alors, ces condamnations qui font froid dans le dos rendent parfaitement impossible l'engagement avec les parties prenantes sur le terrain pour tout investisseur français. Mais nous souhaitions en tout cas pouvoir avoir un éclairage plus précis en fournissant à Lina et à Al-Cost la possibilité de présenter leur analyse du terrain après le rapport qu'ils aient publié sur NEOM. Lina, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ce panel. Je pense que c'est vraiment très important. Et merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Comme mentionné, je m'appelle Lina Alatloul. Je travaille à Al-Qest, chargée de suivi et de plaidoyer. Donc, Al-Qest est une ONG saoudienne fondée en 2014. Nous sommes basés à Londres, moi personnellement à Bruxelles. De façon générale, on documente la situation des droits humains en Arabie Saoudite.
Juste pour peut-être l'importance d'une telle ONG, c'est que, comme vous le savez sûrement, c'est depuis l'arrivée au pouvoir de Mohammed Ben Salman, MBS, au pouvoir, la société civile saoudienne a été muselée. Plus personne ne peut parler de l'intérieur. Et évidemment, hein, l'Arabie saoudite n'a jamais été démocratique, mais ça se transforme en État policier où c'est de plus en plus difficile d'avoir des informations de l'intérieur. Amnesty peut aussi vous en témoigner. Il n'y a plus d'accès à Amnesty ou Human Rights Watch en Arabie saoudite. Et donc, on est un peu le relais entre le monde et l'Arabie saoudite. Moi, par exemple, je suis personnellement aussi la sœur de Loujain Al-Atloul, une activiste qui s'est faite emprisonner et torturer pour avoir demandé le droit de conduire des femmes. Donc, c'est juste pour vous dire que voilà, on est une grassroots NGO, on est très lié à l'Arabie saoudite et le rapport qu'on a fait sur NEOM, on l'a fait en communication directe avec les personnes affectées. Donc, dans le cadre de notre travail, on a travaillé sur le projet NEOM. C'est un travail d'investigation de plus d'1 an, mais je vais vous en parler juste après. Je pense que c'est important de commencer par la situation globale en Arabie saoudite et le cadre général dans lequel s'inscrivent les nouveaux méga-projets. Donc, comme je vous le disais, l'Arabie saoudite est devenue un État policier, donc à one-man rule, dans lequel les décisions sont arbitraires et imprédictibles. Voilà, je pense que voilà, pour cette audience, il est important de savoir que le processus législatif, il n'y a aucune transparence dans le processus législatif. Les modifications des taxes et des redevances se font de façon très imprévisible, ce qui est aussi très scandaleux pour les Saoudiens, mais aussi pour les investisseurs de façon générale. Et ils vont même jusqu'à publier des ordonnances royales pour s'emparer d'assets. Je vais commencer par peut-être vous rappeler la situation du Ritz-Carlton de 2017. Donc, plus de 200 personnes, des hommes d'affaires et des princes ont été arrêtés en 2017 et emprisonnés dans des chambres de l'hôtel Ritz-Carlton dans le cadre de ce que le pouvoir à l'époque appelait une opération anticorruption. Vous connaissez tous le prince, par exemple, Al-Walid Ben Talal, qui a été arrêté, torturé et donc c'est sa fortune confisquée, pour ne pas dire volée. Et donc, plein d'autres personnes ont été aussi traitées de la même façon. Juste pour préciser qu'ils ne ciblent pas que les Saoudiens. Je pense qu'il y a aussi un cas français dont on ne parle pas assez, mais Patrice Couveigne, qui était l'ancien directeur de la banque Saudi Fransi, était resté 11 mois en semi-captivité en Arabie Saoudite. Ses comptes avaient été bloqués de façon arbitraire et avaient été interdits de sortir du territoire. Donc, juste pour vous dire que de façon générale, l'Arabie Saoudite est réglée par une autorité arbitraire et les avoirs peuvent être gelés de façon arbitraire et les interdictions de sortir du territoire aussi. Je cite, avant d'aller dans le détail, je cite un article qui s'appelle « Les mauvais comptes de la France en Arabie Saoudite ». Donc, je cite, « Pour arbitrer entre ces offres concurrentes, la France dispose d'une structure dédiée en parlant des ventes d'armes, l'ODAS, codétenue par l'État et les grands industriels de défense. Mais ces derniers, les Saoudiens, ne se privent pas de la court-circuiter régulièrement. Pire, MBS avait adressé en novembre 2015 un courrier au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, pour lui signifier que l'Arabie Saoudite n'entendait plus travailler avec la structure. Pour MBS, ODAS n'est rien d'autre que la crèmerie de l'ancien ministre de la Défense, Sultan Ben Abdelaziz. Les Saoudiens ne veulent plus d'intermédiaires étatiques. Ils ont l'impression que s'ils passent pas par ODAS, ils auront un meilleur prix. Donc voilà, on a juste une idée claire du management des projets en Arabie Saoudite, que tout se fait par le MBS de façon arbitraire. Maintenant, juste pour se pencher sur le projet NEOM, qui est un peu ce qui me tient vraiment le plus à cœur, j'ai été en contact avec les familles pendant plus d'1 an. J'ai suivi la situation. Au cours de notre investigation, des personnes ont continué à se faire arrêter, etc.
Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre le cadre humain du développement de ces projets. Donc, vous connaissez tous un peu, on en a tous un peu entendu parler. NEOM, on a parlé de l'ambition peut-être démesurée, peut-être pas, de Mohammed Ben Salman, avec des taxis volants pour se déplacer, une fausse lune, des dinosaures, des robots dinosaures, etc. Mais plus récemment avec la ville linéaire de Line. Donc voilà, l'idée en soi n'est pas très grave, c'est plutôt l'implémentation. Donc en fait, le discours officiel des autorités saoudiennes est de dire que le projet NEOM va se construire sur des territoires vierges, ce qui n'est pas le cas. NEOM, la région de NEOM est une région habitée par des tribus depuis une centaine d'années, et ce de façon légale. Donc je tiens juste à rappeler ça. La tribu des Houétat a été la plus publique à condamner toutes les violations. Juste pour un petit rappel, en 2020, les déplacements forcés et les expropriations avaient commencé. La tribu des Houétat filmait les violations, y compris les destructions forcées des maisons, et tweetait ça. Un jour, en live, Abdelrahim Al-Houéti, un membre de la tribu, s'était filmé avec son certificat de propriété. Il avait tweeté ça, et donc il s'est fait tuer par balle par les autorités saoudiennes, ce qui a déclenché après coup une vague d'arrestations de tous ses proches, de toute sa famille, etc. Et ceux qui ont eu la chance de ne pas se faire arrêter ont été déplacés de façon forcée dans des villages plus pauvres, et ont été forcés donc et n'ont pas eu les indemnisations prévues par l'État. Et donc, leur situation aussi financière s'est dégradée. Et donc, dans ce contexte comme vous pouvez l'imaginer, de surveillance extrême des tribus déplacées et de peur aussi, on a eu confirmation de au moins 48 membres de la tribu qui sont arrêtés et détenus pour avoir tweeté contre le projet. Et donc, à ce jour, on a 15 membres de la tribu au moins qui ont été condamnés à des peines qui vont de 15 ans à 50 ans de prison juste pour avoir refusé de partir de chez eux. 5, donc Antoine mentionnait 3 personnes. Effectivement, dans notre rapport, à l'époque, il y avait 3 personnes qui étaient condamnées à mort, dont un qui est le frère d'Abdelrahim qui a été tué. Maintenant, on est à 5 condamnations à mort de personnes qui vont avoir leur tête coupée pour avoir refusé de sortir de chez eux. Récemment, donc il y a 2-3 jours, les Nations Unies ont publié un communiqué sur ces violations en interpellant l'Arabie Saoudite, mais aussi les sociétés impliquées dans le projet. Ce communiqué a été publié par plus de 7 Special Procedures et Mandates des Nations Unies. Et donc, ils interpellent l'Arabie Saoudite, les sociétés et les États, les États dont le siège, des sièges de ces sociétés-là. Donc, ces derniers vont devoir répondre dans les jours à venir sur ce communiqué. Juste pour vous dire, donc ces violations que je vous invite à vraiment lire notre rapport, ce n'est vraiment pas un cas isolé. Il y a aussi les déplacements forcés à Jeddah, où là, il y a vraiment plus de 500 000, donc plus de la moitié d'1 million de personnes qui ont été déplacées, leurs maisons détruites, pour aussi faire place à un méga projet sans vraiment d'indemnisation pour les gens, pour les locaux. Juste peut-être un dernier point sur les violations, c'est le droit des travailleurs. Malheureusement, pour notre rapport à NEOM, on n'a pas pu vraiment inclure le droit des travailleurs parce que c'était extrêmement difficile d'avoir des informations. Mais normalement, d'ici 1 an, il va y avoir un gros projet, une publication, un gros rapport publié par plusieurs ONG sur le droit des travailleurs en Arabie Saoudite, mais à NEOM spécifiquement. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, le cadre dans lequel se font ces méga projets, la population locale n'est pas satisfaite, ce qui est évidemment un risque sur le long terme pour la stabilité des projets.
mais qu'en plus de ça, voilà, le peuple n'est pas content parce que ce n'est pas une priorité. Il faut rappeler aussi qu'en Arabie Saoudite, les infrastructures de base ne sont pas encore présentes. On n'a pas de transport public. Les écoles, les hôpitaux sont d'une qualité médiocre. Et donc, le peuple en soi ne voit pas ces projets comme un investissement durable, ce qui, je pense, c'est mon opinion, mais ce qui est peut-être à tenir en compte. Juste pour finir, je vous recommande aussi de lire les articles sur Neom, dont un qui, pour résumer, dit que ce projet n'est bon que pour les consultants. Donc, ils disent Neom supposed to have a ski resort, swim lane, smart everything is going great for the consultants. Donc, c'est vrai que les consultants vont pousser les investisseurs à y investir. Mais car peut-être pour faire court, peut-être que j'exagère un peu, mais ce sont les seuls ou presque gagnants dans l'histoire de ces méga projets. Donc, juste peut-être, voilà, on a le cadre général du développement de ces méga projets. C'est beaucoup de bonnes nouvelles, mais pour conclure, quels seraient mes conseils ou ce que je pourrais en conclure, c'est de dire que l'impunité en Arabie Saoudite et donc tout ce qui se passe, y compris l'arrestation de personnes qui ont de l'argent et donc on les arrête juste pour pouvoir avoir cet argent ou qu'on arrête les activistes juste parce qu'ils ont contribué au changement. Je pense que l'impunité est la seule raison pour laquelle le cadre structurel et les fondations légales et juridiques, les garanties juridiques ne bougent pas depuis des années et même en pire. Donc, je pense qu'il est important de questionner et de pointer du doigt les violations et les pratiques en Arabie Saoudite. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que tout un chacun a en agissant avec les Saoudiens. Je pense que beaucoup se disent qu'ils ont l'argent, ils ne vont jamais changer, que voilà, soit on investit et on se tait d'une façon ou d'une autre. Et voilà, on sera gagnant peut-être à court terme ou à long terme. Mais je pense qu'à long terme, tout le monde est perdant si l'Arabie Saoudite continue dans ces pratiques-là. Non seulement parce que we empower une autorité, enfin quelqu'un comme MBS dans quelques années, si personne ne dit rien, voilà, qu'on continue à investir, on nourrit un peu d'une certaine façon un monstre qu'on ne pourra plus stopper. Et donc, je pense que c'est important pour les investisseurs de savoir que, même questionner, hein, une question, voilà, demander, par exemple, le overruling de la condamnation à mort des 5 des Houaitat, vraiment faire pression, dire ok, c'est juste pas possible en fait d'investir dans un territoire où 5 personnes vont avoir leur tête coupée pour avoir refusé pour ne pas être partis de leur maison. Je pense que voilà, c'est important de savoir qu'avec les Saoudiens, les questions, la pression fonctionnent. Et donc, je vous invite vraiment à lire notre rapport, lire les recommandations également. Et moi, je suis disponible à tout moment pour répondre à vos questions et vous en dire plus sur notre plaidoyer pour Neom. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lina. Très clair. Et voilà, vous avez le lien pour le rapport dans le chat et puis on pourra vous le renvoyer aussi après la clôture de cette session. Je vais poursuivre en tout cas les introductions maintenant pour vous parler maintenant d'un autre pays asiatique, la Birmanie. Vous avez suivi et peut-être certaines et certains parmi vous ont participé aussi au briefing qui avait été facilité par le FIR sur la situation en Birmanie après le coup d'État. On est maintenant à 2 ans et demi après ce coup d'État. La junte militaire qui a pris le pouvoir et dans cet environnement-là, une mobilisation internationale pour essayer de bloquer les capacités de la junte de commettre des violations. Un embargo sur les armes qui a été décidé et des différentes mesures, notamment des sanctions qui ont été
adoptés qui visent les dirigeants de la junte ainsi que leurs avoirs et les entreprises qu'ils possèdent. Alors, dans cet environnement-là, qui est néanmoins, voilà, qui n'évolue pas suffisamment rapidement positivement en matière de droits humains, nous aurons l'occasion d'en parler, nous regardons plus précisément qui et comment aujourd'hui la junte peut continuer à se maintenir au pouvoir grâce notamment aux ressources financières qu'elle perçoit à l'étranger. Euh, et c'est l'objet, dans ce cas, d'une étude qui a été commanditée par Info Birmanie et à laquelle nous avons été associés, qui a démarché l'agence Profundo pour essayer d'avoir un état des lieux un peu plus précis de financement d'un certain nombre d'entreprises et de sociétés, qu'elles soient non simplement birmanes, mais chinoises ou indiennes, qui fournissent des camions, des avions de combat ou des postes de tir télécommandés à la junte. Et ces dites entreprises sont elles-mêmes financées ou soutenues ou bénéficient en tout cas de fonds d'investissement d'un certain nombre d'investisseurs européens et notamment français, qui en tout cas invitent à placer leur argent dans ces sociétés. Et donc, c'est l'objet de l'étude qui a été rendue publique la semaine dernière et dont Johanna va pouvoir nous parler plus en détail aujourd'hui. Bonjour à tous, je vais partager mon écran pour une petite présentation. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec le rapport, on va quand même faire un petit point sur la situation en Birmanie qui n'est pas forcément la plus connue. Donc au niveau du contexte birman, on a la fin de la période d'ouverture, de transition démocratique, on lui donne différents noms, mais donc une période d'apaisement et d'ouverture au reste du monde, de la junte birmane de 2010 à 2021, avec un coup d'État le 1er février qui va donner lieu à une réaction de masse de la population. Quand on dit de masse, c'est par exemple quand on parle de boycott, c'est 90% de factures d'électricité non payées dans le pays. Le boycott a poussé à la faillite pas mal de produits de grande consommation qui étaient gérés par l'armée. Et le CDM, c'est donc le mouvement de désobéissance civile, a littéralement déserté les hôpitaux, le système éducatif ou encore les transports publics qui sont actuellement en fait assez déserts. On a par exemple des chefs de services cardiologiques qui ne sont ni médecins, ni chirurgiens, ni cardiologues, qui seront nommés par la junte pour garder un nom sur le papier, mais avec des services publics complètement exsangues, de milliers de personnes qui ne voulaient pas travailler sous la junte. Évidemment, avec le temps, donc le conflit s'est un peu structuré, on va dire, et il y a eu en place une résistance armée avec différents groupes. Donc, une alliance a été groupe armé ethnique qui existe historiquement en Birmanie depuis de nombreuses années. C'est quand même considéré comme la plus longue guerre civile au monde. Et des PDF, People Defense Force, qui sont majoritairement des jeunes de l'ethnie Bamar du centre du pays, qui avaient donc des vies très centrées sur la ville, qui sont partis dans la jungle pour se faire former par ces groupes historiques armés ethniques et rentrer dans le combat armé contre la junte. Et enfin, une administration qui va se mettre en place, qui sera le NUG, gouvernement d'unité nationale, qui est basé sur des élus qui n'ont pas été arrêtés, qui ont réussi à fuir donc à temps les grandes villes, et des représentants des armées ethniques. Donc, actuellement, plus de 2 ans après le coup d'État, on est vraiment dans une situation de guerre avec une structure de résistance qui prend du territoire, mais qui n'arrive pas à le contrôler et que la junte n'arrive pas à contrôler non plus. Cette absence de contrôle se traduit par énormément de frappes aériennes. Donc, vous voyez, sur les 6 derniers mois, il y en a eu presque 400, avec des cibles très majoritairement civiles, notamment l'administration parallèle mise en place par le NUG au niveau des écoles. Les écoles ont été une cible de prédilection sur presque la moitié des frappes aériennes les derniers mois. Donc ça devient vraiment une guerre qui s'ancre aussi dans la durée. Et au niveau de la répression, un chiffre qui parle, ça va être le chiffre des prisonniers politiques, plus de 19 000. Hier, c'était 19 383. Aujourd'hui, on est déjà à 19 417. Tous les jours, ce chiffre est mis à jour par une association qui s'appelle l'AAPP. Et on parle évidemment uniquement des cas documentés. C'est un des gros problèmes qu'on a quand on travaille sur la Birmanie, c'est la documentation et les chiffres.
qui sont difficiles à trouver, pas forcément fiables du fait de nombreux, évidemment, problèmes de communication. Et il n'y a toujours pas, malgré plus de 2 ans de conflit, au niveau des Nations Unies, un organisme mis en place pour justement documenter quotidiennement les arrestations ou les morts. Pour les décès civils, on a 3780 personnes, dont l'assassinat de civils, donc non armés, on ne parle pas des résistants armés, hein, a été documenté. Là aussi, c'est toujours donc des chiffres à minima. Quant aux prisons birmanes, petit aparté, évidemment, les conditions ils sont absolument dramatiques. Il y a de nombreux morts en détention dans les centres d'interrogatoire qui dépendent des prisons. On a eu donc 158 condamnations à mort. Seules 4 ont été appliquées, mais la Birmanie n'avait pas appliqué une condamnation à mort depuis 1988. Donc, ça a quand même été un énorme choc. Le 25 juillet dernier, en 2022, la junte a pendu 4 personnes, notamment un député, un militant pro-démocratie connu, et donc un député qui avait été avant chanteur de rap, une légende du pays extrêmement connue en Birmanie. Depuis, il n'y a pas officiellement eu de nouvelle application de la peine de mort, mais il y a de nombreux morts en détention. Donc, on se pose la question de si ce n'est pas un autre moyen d'appliquer la peine de mort sans avoir les émeutes qui vont en réaction aux côtés du peuple. Et enfin, on a une politique de la terre brûlée massive. Donc, on est à 60 000 maisons, là aussi, documentées, qui ont été brûlées par la junte. Le premier objectif dans ces cas-là, c'est de couper le soutien de la population à la résistance armée. Donc, on coupe la nourriture, on coupe l'argent, on brûle la maison, on brûle les stocks de blé, le bétail, etc., pour empêcher tout soutien à la résistance armée. Donc, depuis, on est toujours évidemment en état d'urgence, ce qui par ailleurs permet à la junte de juger sous loi martiale les civils avec des condamnations massives sous un article qui a été créé par la junte à dessein, l'article 505 qu'on l'appelle, qui permet de condamner pour diffusion d'informations estimées fausses par le gouvernement. Donc, c'est vraiment la majeure partie des condamnations. Il y a aussi évidemment des condamnations pour des dons, par exemple aux personnes en CDM de 3 à 10 ans de prison pour 5 € de dons, ou les équivalents. Quant aux peines de mort, la tentative de susciter la désaffection de l'État est sujette à la peine de mort en Birmanie. Donc c'est un peu... voilà. Les procès sont tout relatifs et ne répondent pas vraiment d'une vraie justice. On est donc rentré dans une vraie crise humanitaire qui s'accompagne évidemment avec le conflit. On est à plus de 2 ans sans que ce pays à majorité agricole ait pu récolter, là où les paysans n'ont pas pu planter et récolter correctement leurs récoltes. Donc, on a 1,8 million de déplacés internes, dont 1,5 million sont post-coup d'État. 90 000 réfugiés enregistrés en Thaïlande. Là aussi, c'est un chiffre à prendre à minima, étant donné que la Thaïlande ne reconnaît pas le statut de réfugié, qu'il y a beaucoup de refoulements à la zone frontalière. Pareil pour les chiffres en Inde de 46 000 Birmans qui seraient réfugiés en Inde entre le Mizoram et le Manipur. C'est pareil, un chiffre à prendre avec des pincettes et qui est probablement extrêmement sous-évalué. Au niveau économique, évidemment, l'économie est exsangue, la contraction du PIB est extrêmement importante et il y a surtout cette inflation complètement incontrôlable qui fait que même les gens qui ont encore un travail ne peuvent plus se nourrir. Le prix du riz est devenu démentiel et le prix de l'essence notamment, ce qui veut dire que par exemple, les travailleurs qui ont besoin des bus de services publics pour aller travailler ne peuvent plus se rendre au travail parce que les bus ne tournent pas tous les jours. L'essence est trop chère, le prix varie d'un jour à l'autre. Donc, si le matin, l'essence est trop chère, le chauffeur de bus ne part pas. Donc, ils ne peuvent pas aller travailler. C'est la plupart, évidemment, des travailleurs journaliers. Pas travailler la journée, pas manger le soir. L'inflation est complètement incontrôlée et on va voir les différentes mesures qu'a pris la junte pour tenter d'y pallier, qui évidemment n'ont pas aidé. On s'ensuit donc évidemment les renseignements au niveau de l'essence et les renseignements au niveau bancaire avec une limite de retrait extrêmement basse. Et comme vous voyez sur les photos, il faut plusieurs heures pour pouvoir accéder à un distributeur et essayer de retirer de l'argent. Et enfin, nous avons les coupures d'électricité quotidiennes qui ont poussé aussi, rien qu'en elles-mêmes, de nombreuses entreprises à partir. Vu que le prix d'essence est devenu beaucoup trop élevé, à chaque coupure d'électricité, l'usine doit s'arrêter ou alors il faut investir énormément dans un générateur à diesel, ce qui n'est pas possible pour toutes les usines.
L'effondrement de l'économie va évidemment avec l'effondrement de la monnaie et un grand manque de devises étrangères pour la junte, qui est évidemment nous ce que l'on cherche, parce que ça limite les possibilités d'achat, notamment au niveau des équipements militaires et de l'armement de la junte. La junte a passé une loi du jour au lendemain, demandant à chaque personne, y compris les étrangers sur place ayant des devises étrangères, de les convertir en un jour au taux de change imposé par la junte. C'est le genre de loi courante dans l'économie birmane, dans le sens où c'est très aléatoire et ça dépend aussi, ça peut nous paraître comique, des conseils de l'astrologue. Le chef de la junte, Nigolang, annule des réunions quand les chiffres ne lui sont pas favorables. Le jour du coup d'État a été défini pour tomber sur le chiffre 9, qui est le chiffre porte-chance bouddhiste. Et puis dans l'histoire de la Birmanie, il y a énormément de cas, notamment la démonétisation qui avait lieu en 87, là où ils ont retiré des billets parce que les chiffres n'y étaient plus favorables. Du jour au lendemain, ils n'avaient plus aucune valeur. Voilà, c'est le paramètre aléatoire et croyance est vraiment à prendre en compte sur la Birmanie. Donc là, on a eu cette loi du jour au lendemain. 20 jours plus tard, face aux protestations, notamment des étrangers, quelques exceptions ont été mises en place pour les travailleurs humanitaires, travailleurs de l'ONU qui peuvent garder leur salaire en devises étrangères, en espèces, mais pour toute autre personne, c'est 24 heures maximum de devises étrangères sur soi. Après, ça doit être changé. Le taux imposé par l'État est évidemment bien plus bas que le taux réel du marché. Donc, la plupart des personnes cherchent à changer au marché noir. Évidemment, là aussi, c'est puni de peine massive de prison si on se fait attraper. Après, selon les jours, le taux est presque 2 fois inférieur en fait, au taux réel, ce qui est une manne financière énorme pour la junte. On parle évidemment des petits retraits bancaires en devises étrangères pour les personnes qui sont là-bas avec une carte, mais aussi des transits de flux de monnaie étrangère sur chaque euro, par exemple, que vous allez investir qui va être changé en chiat. La junte va prendre une partie vu qu'elle fixe son propre taux de change qui n'est pas celui du marché. Enfin, on est sur la liste noire du GAFI, le groupement d'action financière internationale, aux côtés de l'Iran et la Corée du Nord. C'est les seuls 3 pays qui sont sur liste noire, qui appellent évidemment à une vigilance accrue pour les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération. Donc uniquement 3 pays au monde, Iran, Corée du Nord et Birmanie. Et récemment, nous avons eu un nouveau set de sanctions américaines visant notamment 2 banques qui a pour le coup eu un impact assez conséquent sur l'économie birmane et sur les flux monétaires du cartel militaire tout simplement, vu qu'il y a eu quelques fuites de documents la semaine dernière qui nous montrent que la junte tente d'ouvrir d'autres comptes pour s'adapter à ces systèmes. Enfin, au niveau des communications et d'Internet, ça va avec évidemment les coupures de courant, mais ça va aussi avec les lois aberrantes que la junte a pu sortir depuis qu'elle a pris le pouvoir. Donc, toutes les communications sont monitorées, tous les opérateurs doivent transmettre l'intégralité des données sur demande des utilisateurs. C'est absolument pas stable. Et il y a eu une cybersecurity law qui permet à la junte d'emprisonner toute personne qui a un VPN et tenterait de cacher ses communications, par exemple. Vous avez une prime supplémentaire sur l'achat d'une carte SIM, un doublement du prix de la data, tout est fait pour couper l'accès, en plus des blackouts d'Internet qui sont moins courants sur cette dernière année, mais qui étaient extrêmement courants la première année du coup d'État, avec des blackouts sur tout le pays ou sur certaines régions. Enfin, au niveau des transports, se déplacer en Birmanie, ce n'est absolument pas facile à l'heure actuelle, qu'on soit étranger ou pas. Je tiens à préciser qu'il y a aussi des étrangers, évidemment, qui ont fait les frais de ce genre de loi, avec des peines de prison conséquentes. La plus connue étant Vicky Bowman, ancienne ambassadrice d'Angleterre, du Royaume-Uni, et qui était présidente du Myanmar Fair Trade Business Center, qui a été emprisonnée par la junte avant d'être extradée au Royaume-Uni, officiellement pour un problème de visa. Il y a de nombreux journalistes, notamment étrangers, qui ont été emprisonnés. Et ce mouvement continue. Et donc, le lien avec les restrictions de mouvement, c'est que dès que vous allez passer un checkpoint, on branche votre téléphone sur un appareil électronique qui va vérifier ce qu'il y a dedans. Donc, il y a un système de mots-clés, il y a un système d'historique, ça capte vos données, ça vérifie l'intégralité, y compris de vos posts sur les réseaux sociaux, si vous avez mis un VPN ou pas un VPN. Donc, certaines personnes arrivent à passer avec souvent des backshish, d'autres sont arrêtés. Mais il devient vraiment très compliqué de circuler librement en Birmanie. Au niveau des entreprises, il y a évidemment une grosse disruption des transports. Sur le train, on a 80% de cheminots en grève, en CDM, qui ont par ailleurs été une cible de choix avec de nombreux décès du fait des violences de la junte qui a tiré à balles réelles
sur les manifestations de cheminots. Donc, on a des transports au ralenti extrêmement compliqués, un encerclement de toutes les grandes villes, même si la vie peut paraître normale à l'intérieur des grandes villes que sont Yangon et Mandalay, en sortir est beaucoup plus compliqué qu'avant. Une interdiction par ailleurs des vols internes aux étrangers. Donc là aussi, il n'y a plus de possibilités. Et de grandes disruptions des flux de marchandises qui donnent aussi des pénuries au Birman quotidiennes sur les produits de base, notamment l'huile, que produit très peu la Birmanie et qu'elle importe des pays à côté. L'huile de palme est en pénurie constante et son prix a été multiplié par 10, ce qui en fait un produit de luxe désormais pour les Birmans au quotidien. Au niveau de la durabilité des investissements faits actuellement, on peut se poser de nombreuses questions, notamment du fait du système de levée de fonds du gouvernement d'unité nationale, qui en fait revend les concessions qui ont été vendues par la junte. Donc pour le moment, il n'y a pas eu de revente de concessions gazières ou pétrolières, mais il y a eu des reventes de concessions minières qui ont été accordées par la junte à des entreprises étrangères. Et le NUJ s'engage, s'il gagne, si la révolution gagne et qu'il prend le pouvoir, à passer donc ces concessions aux personnes qui ont acheté les parts. Actuellement, sur Internet, ils ont mis en place une banque centrale parallèle qui est à ses débuts, mais qui commence à faire ses preuves. Ils ont mis en place une crypto-monnaie qui leur permet de transférer de l'argent en Birmanie et de faire circuler les fonds, qui est en place depuis plus d'1 an et qui a fait ses preuves. Ils revendent aussi les concessions immobilières qui sont accordées par la junte, les appartements, les usines. Donc, investir maintenant en Birmanie, c'est déjà extrêmement risqué, d'autant plus sur le plan des droits humains, mais aussi juste simplement pour votre investissement. À long terme, ça veut aussi dire que si la révolution gagne, vous n'avez plus d'investissement pour une très grande majorité de ces contrats. Et le boycott est extrêmement bien organisé. Vous avez, donc, je vous ai mis la petite affiche sur le côté, mais il y a une application téléphonique en scannant le QR code qui vous donne tous les produits qui sont plus ou moins liés à la junte, avec un listing aussi des entreprises étrangères qui ne sont plus évidemment souhaitées en Birmanie lorsqu'elles travaillent avec la junte. C'est extrêmement bien organisé, ça a donné pas mal de faillites, notamment le partenariat entre Kirin et Myanmar Beer, qui a fait faillite l'an dernier, les cigarettes qui ont fait faillite, tous les produits de grande consommation sont en faillite dès qu'ils sont avec la junte. Le boycott touche aussi des marques beaucoup plus connues, beaucoup plus grandes. On a aussi la question évidemment des travailleurs de l'habillement qui travaillent donc, dans des conditions très pauvres. Le salaire journalier en Birmanie minimum est aux environs de 2,50 €. Zara, c'est enfin le groupe Inditex, notamment Zara et Pull&Bear, s'est décidé à partir la semaine dernière suite à une arrestation de ces syndicalistes. Sachant que par ailleurs, il y a plusieurs années, au cours des dernières années, à plusieurs fois, le groupe avait été mis en cause pour utiliser l'armée pour calmer les syndicats lorsqu'ils demandaient une augmentation de salaire. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, mais évidemment, l'armée ne laisse plus passer aucun débordement et a arrêté et condamné les syndicalistes qui travaillaient pour eux. Tous les syndicats ont été dissous à plus de 90%. Il ne reste que ceux qui sont favorables à l'armée. Donc, travailler en Birmanie en respectant les droits des travailleurs actuellement, c'est quasiment impossible, tout simplement. Et enfin, il y a évidemment tout ce qui est pression externe au niveau des sanctions internationales qui grandissent et commencent à vraiment s'organiser. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, 2 ans après le coup d'État, on avait 20% de sanctions communes entre les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Ce chiffre est en train de grandir avec des cibles communes de mieux en mieux coordonnées pour éviter évidemment que lorsqu'il y a des sanctions d'un côté, ils partent de l'autre côté. Il y a évidemment le cadre des principes directeurs de l'OCDE qui, vu le contexte birman, pose question et des Nations Unies, et les pressions de la société civile qui sort petit à petit toutes les informations qu'elle trouve, avec beaucoup de lanceurs d'alerte qui prennent énormément de risques en Birmanie pour dénoncer ces investissements d'entreprises étrangères et qui envoient les informations à l'extérieur. Donc, on est vraiment sur une phase de départ de masse d'entreprises, plus forcée que par choix pour la plupart, soyons honnêtes. Total Energy, ça a mis un moment. Voltalia, par contre, a été très volontaire au début du coup d'État. Woodside Petroleum, pareil, ça a mis vraiment un moment et de nombreuses campagnes d'activisme, et ça, c'est fait. Telenor, c'est assez particulier, vu que Telenor est parti suite à la loi forçant de monitorer les lignes et de donner toutes les datas des consommateurs à la junte, dans des conditions assez troubles, vu qu'ils ont quand même transmis toutes les données de leurs utilisateurs à la junte. Zara, c'est donc le dernier en date au niveau des grandes usines de textiles qui sont très présentes en Birmanie. Adani représente vraiment le cas emblématique, problématique pour nous côté société civile, dans le sens là où Adani annonce son départ depuis plus de 2 ans, mais ne part jamais.
Et enfin, vous avez les différentes branches d'Adani. Donc là, il y a Adani Port qui a annoncé son départ, qui a quand même augmenté ses parts pour mieux les vendre après. Il y a quelques mois, mais il y a d'autres branches d'Adani qui sont toujours présentes en Birmanie, qui travaillent toujours avec la Myanmar Economic Corporation, qui est entièrement propriété des militaires et sous sanction américaine, australienne, canadienne, du Royaume-Uni et de l'Union européenne. On est vraiment sur un partenaire très problématique et à chaque fois, leur communiqué annonçant leur départ est contredit par des informations envoyées par des lanceurs d'alerte qui sont repris par les journalistes et la société civile. C'est ça depuis à peu près 2 ans et demi. Puma Energy, c'est peut-être moins connu, mais c'est très important. C'est un supplier du fuel d'aviation, du kérosène d'aviation, qui est une des cibles que l'on demande pour les sanctions et qui a été suivie par notamment le gouvernement du Royaume-Uni, qui a sanctionné les différents fournisseurs de carburant d'aviation du fait des bombardements massifs récemment. À voir après au niveau des autres, mais il y a eu un excellent rapport que vous pouvez consulter sur Amnesty International qui retrace toutes les entreprises qui ont un lien avec cette fourniture de carburant d'aviation qui est vraiment un problème vu le ciblage massif des civils. Enfin, sur le désinvestissement au niveau purement bancaire, là aussi, on a un élan qui est en train de reprendre de la vigueur avec Singapour, qui était vraiment la place tournante au niveau financier pour la junte et qui a commencé à prendre des mesures. Donc, je vous ai mis l'exemple de la United Overseas Bank, qui s'est engagée à fermer les comptes de Myanmar Airways d'ici le 15 août de cette année. Mais il y a aussi eu des principes directeurs émis par l'équivalent de la Banque centrale de Singapour, avec des vigilances accrues, etc., sur la Birmanie. C'est arrivé au mois de mai de cette année, suite au rapport sur l'armement du rapporteur spécial de l'ONU, qui montrait qu'une grande partie des fonds transitaient par Singapour pour ses achats d'armement. Vous avez l'ASN Bank qui a dévainci de KDDI. KDDI, c'est un opérateur de télécommunications. On revient à ce problème de monitoring des lignes téléphoniques, tout simplement. Et le fonds souverain norvégien qui monitore depuis le 1er février 2021 de très près la situation birmane. Donc, j'ai mis l'exemple des entreprises placées sous observation avec Kirin, du fait de son partenariat pour Myanmar Beer. Mais il y a toute une liste d'entreprises sous observation, même actuellement, du fait de leur relation avec la Birmanie. Et il y a aussi eu toute une liste de désinvestissements, dont Bharat Electronics Limited, qui est une entreprise d'armement d'État indienne, Ali China, elle aussi une entreprise d'armement mais chinoise, et enfin beaucoup d'entreprises liées au gaz et au pétrole, qui sont la première source de revenus de la junte birmane. Hop. Alors, on va passer un peu plus clairement au rapport, si j'arrive. Voilà. Donc, notre rapport peut-être de résumer la suite, parce qu'on a dépassé les 20 minutes. Ok, excusez-moi. Donc, on va parler juste des entreprises ciblées par ce rapport. La majeure partie vont être dans les énergies fossiles, qui sont la première source de revenus de la junte. Sur les 22 entreprises, on en a 14 qui sont déjà citées dans un rapport en 2021, avec aussi des campagnes d'interpellation par courrier, incluant les banques françaises, notamment sur KDDI et Sumitomo Corp, qui sont les opérateurs téléphoniques qui appliquent la surveillance de la junte. Et on a divisé ça en 2 catégories, celles qui ont une relation directe, ancienne et connue avec l'armée birmane, pour lesquelles on demande un désinvestissement pur et simple du fait des 2 ans et demi de coup d'État et de la situation dramatique du pays. Et la deuxième catégorie, qui sont les entreprises en lien direct avec les entreprises d'État birmanes, qui sont passées sous contrôle de la junte post-coup d'État. Là, évidemment, on invite avant tout à un dialogue pour faire changer ces entreprises, et si ça ne marche pas, un désinvestissement des entreprises qui travaillent avec ces entreprises d'État. Par ailleurs, les 75% des investissements sont sur les énergies fossiles, et donc en partenariat avec la MOG, Myanmar Oil and Gas Enterprise, qui est sous sanction européenne. Donc KDDI, Sumitomo, ça va être sur le problème de surveillance au niveau des droits humains. J'ai mis quelques focus sur les slides. Et du coup, je pense que je vais raccourcir un peu. Et on a le cas des industries de l'armement qui sont minoritaires en investissement français, mais qui sont évidemment très problématiques, notamment du fait de l'embargo sur les ventes d'armes, avec Bell, l'entreprise donc indienne, Avi China et Sinotruck, qui ont fait l'objet d'un article dans Le Monde la semaine dernière, en même temps que la sortie de notre rapport, que je vous invite à lire. Et ça va être à peu près tout sur nos demandes. C'est vraiment engager la conversation pour pousser à une sortie responsable, désinvestir si ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est les grandes lignes. Excusez-moi d'avoir dépassé.
Non, merci beaucoup, Johanna, parce que c'était très clair aussi et très intéressant et utile d'avoir ces informations sur la situation en Birmanie qui est en effet sortie de beaucoup des radars médiatiques. Et donc, à cet effet, je crois que voilà, la présentation que tu as pu nous faire est très utile. Je passe maintenant à la suite. En tout cas, peut-être si tu peux Oui. départager l'écran. Voilà, merci beaucoup. Pour parler du troisième sujet, la situation en Palestine, et plus précisément concernant la situation en Palestine, la colonisation par l'État israélien du territoire palestinien. En guise d'introduction, moi, je voudrais faire référence à des conversations qu'on a pu avoir avec certaines entreprises concernant cette situation plus spécifique de la colonisation d'Israël et où, voilà, en tout cas, des entreprises nous répondent que pour elles, c'est un sujet politique et donc elles ne veulent pas intervenir dans le débat entre pro-israéliens ou pro-palestiniens et donc, du coup, il n'y aurait pas lieu d'être, en tout cas, concernant le devoir de vigilance et concernant, en tout cas, plus spécifiquement, le souci que ces entreprises pourraient avoir ou ces investisseurs pourraient avoir d'investir en violation du droit international. Or, et c'est l'objet du rapport que Gaël va vous présenter, il s'agit avant tout d'un problème de violation du droit international qui a été constaté et dénoncé depuis plusieurs années et qui s'est amplifié. On parle maintenant, après de plus de 700 voire 800 000 colons israéliens qui vivent dans plus de 250 colonies, certaines reconnues, d'autres non reconnues, à l'intérieur du territoire palestinien. Et cette colonisation, qui est un problème de droit international dont on va vous parler, se fait et est permis grâce notamment au développement de toute une économie, on pourra parler d'économie de la colonisation, puisqu'il y a un certain nombre d'investissements qui ont lieu à la fois pour construire ces maisons, mais aussi pour permettre aux colons, en tout cas, d'aller acheter voilà, quelque chose dans un supermarché. On va rentrer dans le détail et je vais donner la parole à Gaël qui va nous parler d'un rapport que la FIDH a co-signé avec 23 autres ONG et syndicats européens. Et Gaël, j'utiliserai la présentation quand tu me donnes l'envoi. Merci Antoine, je suis ravie si tu peux commencer la présentation. Donc oui, l'objet de mon intervention aujourd'hui est de présenter un rapport qui a été publié en 2022 avec l'aide de nombreuses ONG et syndicats qui travaillent en fait tant sur la situation des violations des droits humains systématiques qui a lieu dans les territoires occupés que des organisations qui traitent spécifiquement de la question des investissements, des recherches à cet égard et des responsabilités également des investisseurs dans ce type de situation. Donc là, vous avez un aperçu en fait du titre du rapport et des différentes ONG impliquées. On peut passer à la seconde slide, puisque effectivement, sans doute que l'un des enjeux et peut-être une des questions sur lesquelles je voudrais véritablement insister aujourd'hui est d'essayer de désamorcer en fait cette question comme étant perçue comme extrêmement sensible et comme politique. Effectivement, le fait est que la situation des territoires occupés est une situation qui donne lieu depuis de nombreuses années maintenant à des déclarations, des prises de position, des résolutions du Conseil de sécurité et même des avis de la Cour internationale de justice mettant en évidence à quel point la situation est gravissime et à quel point la situation est en violation de l'ensemble des normes du droit international, qu'on soit qu'on ait égard au droit international humanitaire ou au droit international de protection des droits humains.
Donc, cette situation est effectivement reconnue de longue date et c'est ce qui va amener, en fait, au fur et à mesure, les instances internationales à se prononcer, y compris sur la responsabilité des entreprises et des investisseurs dans le cadre de leurs activités économiques en lien avec les territoires occupés. Alors, il est important vraiment de se rendre compte à quel point les activités économiques qui peuvent se déployer dans les territoires occupés sont quasi nécessairement empreintes de violations des droits humains. Il n'y a quasi pas possibilité de faire autrement. Et pour ça, il faut bien comprendre en réalité l'économie de la colonisation, comme l'a bien souligné Antoine, et le processus qui a véritablement eu lieu dans les territoires occupés depuis ces nombreuses années. En réalité, quelles que soient les activités qui sont conduites et qui servent la colonisation, elles sont empreintes d'illégalité. Donc, dans un premier temps, il y a la simple colonisation, donc en fait le transfert de la population de l'autorité occupante sur le territoire occupé. En tant que tel, ce transfert en soi est déjà une violation du droit international et une violation grave du droit international, et notamment de la 4e Convention de Genève qui protège les civils en temps de guerre. Cette violation a été reconnue par le Conseil de sécurité depuis les années 80. Il y a des résolutions à intervalles réguliers qui condamnent la situation et qui mettent en garde sur la responsabilité des différents acteurs qui interviennent en appui ou en soutien à ce transfert. Au fil des ans, ce processus de colonisation est tel qu'en réalité, il en résulte en fait une modification directe de la composition démographique sur le territoire occupé et des structures institutionnelles. De là découle une autre violation du droit international qui est la violation du droit à l'autodétermination. Et cette violation-là a été reconnue également par la Cour internationale de justice, en sus évidemment des résolutions de l'Assemblée générale et des résolutions du Conseil de sécurité. Donc, véritablement, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'annexion de Jérusalem-Est et le morcellement du territoire en Cisjordanie, il y a nécessairement en fait un impact sur les populations locales et une atteinte tant à leur libre circulation que à leur droit à l'autodétermination et que à leur survie en tant qu'État. Donc ça, c'est une violation grave du droit international, une des normes les plus importantes qui est également reconnue comme ayant un statut particulier en droit international jusqu'au gens erga omnes. Je reviendrai brièvement là-dessus. Mais ce n'est pas tout. Donc, en réalité, ce morcellement du territoire s'accompagne au quotidien de nombreuses violations annexes qui sont également des violations du droit humanitaire et également des violations des droits humains. Donc, on voit au quotidien, on assiste à des expropriations, des destructions de biens, des destructions de logements. On voit nécessairement, de par le morcellement du territoire et de par l'interdiction de circulation aussi qui est portée sur les populations palestiniennes, on voit un accaparement clair des ressources naturelles, y compris essentiellement les ressources en eau. Bref, on voit qu'il y a une politique systématique de violation des droits humains qui sont nécessairement des droits humains qui sont violés en conséquence même de la politique de colonisation et du morcellement du territoire. Ensuite, on a bien vu l'érection du mur qui lui-même sert encore une fois l'ensemble de ces violations. Donc, à la fois la ségrégation, à la fois l'interdiction de circulation, à la fois l'accaparement des ressources naturelles et la protection des colonies en tant que telles. Donc, ce mur, toute aide qui est portée à l'infrastructure ségrégationniste, finalement, sont encore une fois un soutien apporté aux violations graves des droits humains.
au fur et à mesure, on voit apparaître des politiques qui ressortent d'une véritable discrimination grave et systématique et qui sont aujourd'hui qualifiées de politiques d'apartheid. Donc, on voit que, en gros, l'ensemble de la politique de colonisation, mais aussi l'ensemble des activités qui sont adjointes au maintien de ces colonies, sont empreintes de graves violations des droits humains, qui ont été reconnues en fait par les Nations Unies, par différents organes, et qui emportent des obligations, c'est-à-dire que nécessairement, ni les États ni les entreprises ne peuvent faire comme si de rien n'était, en disant que c'est une situation qui ne les concerne pas. Parce que ce sont des violations qui sont des violations des normes les plus importantes en matière de droits humains, qui ne souffrent aucune dérogation et dont tout le monde est créancier. C'est les caractéristiques des droits qui sont qualifiés de erga omnes et jus cogens. Ça veut dire qu'en résulte l'obligation pour l'ensemble des acteurs de faire cesser la situation illégale, et en tout cas de ne pas la reconnaître et de ne pas la soutenir. C'est-à-dire que toute activité qui de près ou de loin maintient les colonies ou reconnaît une situation de fait qui pourtant est illégale en droit international serait illicite par elle-même. Donc en fait, je pense que cette situation permet de bien concevoir à quel point en fait il est quasi impossible pour une activité économique qui se déroulerait dans les territoires occupés de ne pas être empreinte finalement des graves violations des droits humains qui ont cours, qu'il s'agisse du morcellement du territoire, de l'atteinte à l'autodétermination, de l'accaparement des terres, de la ségrégation. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on a vu s'affirmer aussi sur la scène internationale, et c'est là qu'on va en venir avec les UNGP, le rapport des bio et la database qui a été établie par les Nations Unies. On a vu s'affirmer de plus en plus la responsabilité des acteurs économiques dans la situation et la confirmation en fait que il leur revient de respecter un certain nombre d'obligations et d'adopter donc certains standards de comportement. Ils sont évidemment inspirés des UNGP et de l'OCDE, mais ont été coulés dans différents instruments, donc y compris des instruments des Nations Unies, des résolutions de l'Assemblée générale, etc. On peut passer du coup à la seconde slide qui a trait aux caractéristiques de la database qui a été établie aux Nations Unies. En 2013, suite à de nouvelles violations graves du droit humanitaire et des droits humains, une mission d'établissement des faits a été établie par l'Assemblée générale des Nations Unies, laquelle conclut qu'en réalité, il y a effectivement une économie de la colonisation qui contribue en fait gravement aux violations des droits humains et aux violations du droit international. Et que cette économie en fait maintient cette situation et donc contribue fondamentalement, directement et indirectement à la violation systématique des droits des populations palestiniennes. Cette mission d'établissement des faits a ainsi, par exemple, entrepris de lister un certain nombre d'activités qui sont de nature en fait à contribuer à cette violation du droit international et dont vous retrouverez en fait les éléments ici. Donc, c'est en fait l'ensemble des activités économiques qui permettent de maintenir le système des colonies. Et donc, il s'agisse de la fourniture d'infrastructures qui permet le transfert et la ségrégation tant du territoire que des droits des populations palestiniennes, l'ensemble des éléments qui assurent la sécurité des colonies ou la surveillance des Palestiniens,
les opérations financières et bancaires qui contribuent en réalité au développement des entreprises et de leurs activités dans les territoires occupés qui sont nécessairement entachés de violation des droits humains et l'ensemble des autres activités qui sont listées ici. Alors, ces activités sont maintenant reprises de manière systématique dans les documents des Nations Unies et les condamnations de la politique de colonisation et a été introduite dans la database qui a été élaborée par les Nations Unies en 2020. Cette database est élaborée par le Haut Commissariat et en fait, du Conseil des droits humains des Nations Unies. Elle a pour objectif de lister un certain nombre de compagnies qui s'adonnent directement ou indirectement et qui sont en tout cas impliquées dans les différentes activités. Entreprise ou une activité qui est impliquée dans les activités qui sont définies comme contribuant au maintien des colonies. On entend bien entendu les entreprises commerciales qui opèrent directement dans les territoires occupés ou à des activités qui les maintiennent, mais également les sociétés mères qui auraient des parts majoritaires dans ces entreprises ou les sociétés qui entretiendraient des relations de franchise ou de licence avec ce type d'entreprise. Ce qui veut dire que de près ou de loin, les investissements peuvent être concernés également. Donc, nous avons en fait maintenant un cadre relativement clair, je dirais, sur les obligations qui s'appliquent aux investisseurs par rapport à cette situation. Donc, on est véritablement, donc je voudrais vraiment insister là-dessus, sur des violations graves du droit international qui sont des normes qui sont loin d'être volontaires, qui sont donc ces normes les plus hautes du droit international jusqu'au gens et erga omnes. Et donc, en fait, au-delà de toute considération sur les UN Guiding Principles ou autres, véritablement, on parle d'une partie du droit dur du droit international. C'est très important d'en avoir conscience, de la même manière qu'il est très important d'avoir conscience du fait que, comme présenté, c'est très difficile d'avoir une activité économique qui ne soit pas empreinte de près ou de loin de cette grave violation du droit international. Du coup, lorsque on investit dans des entreprises qui sont actives en Palestine, en Israël ou dans les territoires occupés, il est important de se poser fondamentalement la question de savoir si elle a des activités qui maintiennent les colonies ou a des activités directement dans les territoires occupés. Alors, la database qui a été établie par les Nations Unies permet d'avoir, en tout cas, permet de faciliter le travail de l'investisseur, je dirais, ou de l'entreprise. Puisque, en tout cas, les entreprises qui sont reprises sur cette database, nécessairement, sont empreintes de violation. Et donc, il y a des obligations directes qui découleraient d'un investisseur et qui est d'utiliser ces leviers, à savoir les amener à désinvestir dans les territoires occupés, faute de quoi il faut exclure l'investissement ou se retirer responsablement de l'investissement qui aurait déjà été opéré. Cette database a été actualisée, donc elle a été, la première est sortie en 2020 et liste 112 entreprises. Elle a été actualisée en 2023 et 5 d'entre elles ont été retirées de la liste parce qu'elles se sont effectivement désinvesties des opérations de maintien des colonies. Alors, donc, cette database, c'est un indice, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les entreprises qui sont listées sur cette liste, en tout état de cause, là, nécessairement, le risque existe. Il n'y a plus nécessité de le mapper. Par contre, en fait, cette database est loin d'être exhaustive. Non seulement elle s'applique à une période déterminée, donc grosso modo, les investigations s'arrêtent en 2019, sauf délistement des entreprises. Mais en plus de ça, les activités listées, le nombre d'entreprises qui a été examiné est relativement limité et donc la liste ne prétend pas à l'exhaustivité.
du fait que la liste ne prétend pas à l'exhaustivité, ça signifie qu'en fait, l'investisseur ou l'entreprise, une fois qu'on a une entreprise qui n'est pas dans la liste, doit néanmoins continuer à faire son travail de due diligence, de devoir impliquer son devoir de vigilance et donc essayer de définir si oui ou non son investissement ou ses activités sont de nature à maintenir les colonies. Et donc là, on a ce rapport des bio donc, qui a été fait avec 24 autres organisations et syndicats et qui a fait l'étude de 50 nouvelles entreprises. Pour certaines d'entre elles, elles sont déjà listées dans le rapport de la database de l'ONU. Et pour d'autres, elles ne sont pas listées, puisque comme je vous le disais, cette liste n'étant pas exhaustive, bien entendu, on va aller voir un peu plus loin, à savoir sur des activités qui ont eu lieu après 2019 et aussi une série d'entreprises qui n'avaient pas été reprises dans la database, mais qui pour autant peuvent avoir des activités qui servent à maintenir l'illégalité et les colonies. Donc, dans ce rapport, on voit effectivement qu'il y a des investissements et des créances pour plusieurs milliards. Donc, en fait, les créances, c'est 171 milliards. Il y a une erreur sur la slide que je viens de voir. Et les investissements, 115 milliards également. Donc, parmi ces investisseurs, il y a des entreprises, elles ne documentent que les entreprises européennes. Donc, 725 institutions financières ont été listées comme effectivement contribuant aux activités économiques de ces entreprises qui elles-mêmes contribuent aux violations des droits humains et au maintien des colonies. Alors, ce qui est aussi problématique, c'est qu'en réalité, dans ces institutions financières, dont certaines sont françaises, en réalité, la situation leur avait déjà été portée à connaissance déjà depuis la database de l'ONU par nécessité, puisqu'effectivement, certaines de ces entreprises sont déjà dans la database et pourtant, les institutions financières poursuivent ou maintiennent leurs investissements. Mais donc, en réalité, ça signifie qu'à ce stade, et plus de 4 ans après avoir été alertés de la situation, ces investisseurs ne font pas leur travail. Et donc ici, l'objectif est véritablement d'essayer de mettre en évidence qu'il n'y a pas beaucoup à tergiverser en réalité sur cette question-là et que les entreprises doivent nécessairement être amenées et les investisseurs doivent nécessairement être amenés à un moment ou à un autre à rendre compte sur leur stratégie et véritablement de rendre compte sur les mesures effectives qu'ils prennent que pour exercer leur levier sur ces entreprises qui maintiennent les colonies, ou à tout le moins les mesures qu'ils prennent pour être conduits à désinvestir si ils n'obtiennent pas gain de cause de ce point de vue-là. Je pense que c'était la dernière slide et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci beaucoup. Et puis, Justine, voilà, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci aux 3 intervenants et à Antoine. Si vous voulez, on va pouvoir passer à la session de Q&A. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Vous pouvez aussi, donc on va pouvoir répondre à cette première question qui concerne l'INA et le projet NEOM. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions à l'oral en levant la main et on vous ouvrira votre micro. Voilà. Donc, si tu veux, Lina, prendre la première question qui est dans le chat. Donc, c'est Romane qui est curieuse de savoir si certaines sociétés, des sociétés pointées par le communiqué des Nations Unies comme participants au projet NEOM, ont tenté d'initier un processus d'engagement avec, Alcost. Alors, merci beaucoup, Romane. Donc, ces sociétés-là, non. Il faut savoir que celles qui sont mentionnées dans le communiqué NEOM, c'est vraiment celles qui sont forefront de ce projet-là et donc qui en font la pub, etc. Et donc, je pense que ce n'est pas nécessairement les premières sociétés qui seraient vraiment
intéressés d'en savoir plus sur ce qui se passe réellement à NEOM. Par contre, on est vraiment, vraiment content. On a eu de plus en plus de demandes d'autres sociétés qui veulent en savoir plus, qui demandent conseils, etc. Et notamment une dizaine de sociétés qui, au final, ont pris la décision de soit ne pas s'engager dans un nouveau projet en Arabie Saoudite pour NEOM, soit qu'ils allaient prendre le temps de plus réfléchir avant de s'engager là-bas. Et donc, non, pour les grosses sociétés dans le communiqué des Nations Unies, aucune ne nous a contactés, malheureusement. Merci beaucoup, Lina. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser? Ah, je vois une main levée. On va vous donner la parole. Elisabeth. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, Elisabeth Grissieux, donc moi je suis professeure en éthique des affaires en école de commerce. Merci beaucoup pour toutes ces présentations extrêmement documentées. Moi, ma question, c'était par rapport à la directive européenne sur le devoir de vigilance qui est en cours d'écriture et de définition. Est-ce que, alors là, ma question s'adresse aux trois, j'allais dire, personnes qui sont intervenues sur les trois pays. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez un peu de recul par rapport à la rédaction de cette directive? Est-ce qu'il y a vous auriez des recommandations à faire? Est-ce qu'il y a des pans aveugles un petit peu qui pourraient justement aider à travailler dans le sens d'une plus grande responsabilisation des investisseurs, effectivement. Et je comprends bien que ma question est beaucoup plus large. Il faudrait sans doute un groupe de travail, ou en tout cas une séance peut-être dédiée à ça. Là, c'est un appel du pied au FIR. Peut-être qu'on pourrait aussi travailler dans cette direction, voir des recommandations que nous pourrions faire, parce que j'y travaille aussi en parallèle à travers une autre association sur ce sujet. Donc, ça pourrait être peut-être aussi intéressant. Mais est-ce que là, vous avez d'ores et déjà, donc ma question s'adresse à vous trois, des avis sur la question ou des points d'attention à mentionner par rapport à cette rédaction. Merci beaucoup. Je sais que Gaëlle a bien suivi le dossier. Oui. Oui, je peux peut-être commencer du coup par intervenir. Alors, il faut savoir en fait qu'il y a déjà eu en fait pas mal de positionnements d'investisseurs, y compris de membres du FIR, pour demander à ce que la directive européenne s'applique effectivement au secteur financier et aux investisseurs. Donc là, voilà, cet appel-là doit pouvoir peut-être prendre encore de l'ampleur et être porté de manière plus visible et plus forte. Ce qui se passe fondamentalement donc pour les négociations au niveau européen, c'est que le processus de négociation est en cours. Donc, on a une proposition de la Commission européenne qui introduit un certain nombre d'obligations sur les investissements, donc une obligation de opérer due diligence sur les investissements. Elle en limite toutefois quelque peu la portée, à savoir est-ce qu'on touche l'ensemble de la chaîne, pas l'ensemble de la chaîne, à quel moment de l'investissement. Par rapport à cette question-là, donc évidemment, il y a une relative levée de bouclier de la société civile qui souhaite voir les investissements davantage compris dans la directive avec des obligations pleines sans nécessairement prévoir en fait un régime dérogatoire. Et du coup, on attendait le positionnement là-dessus des deux autres institutions que sont le Conseil et qui représente les États membres et du Parlement européen qui représente la démocratie citoyenne européenne. Alors, le Conseil et d'après ce qu'on sait sur pression française, a demandé d'exclure purement et simplement le secteur financier.
Donc, c'est très problématique. On essaye toujours de définir ce qui conduit en fait à cette prise de position, puisqu'en réalité, le secteur est lui-même déjà soumis à la loi française sur le devoir de vigilance, et donc est déjà quelque part en avance et bien préparé en réalité à la réalisation de ce devoir. Et donc, on voudrait... Voilà, on cherche à avoir davantage d'informations et à mieux comprendre en réalité quelles sont les positions, les difficultés, les argumentaires, parce que c'est pas très clair. Et donc voilà, la position du Conseil sur pression française qui négociait l'une ou l'autre clause qui pouvait avantager l'un ou l'autre État, a obtenu effectivement une clause dérogatoire pour les investissements, avec possibilité néanmoins pour chacune des législations nationales de les inclure. Et de fait, la législation française, à ce stade, continuerait de s'appliquer. Voilà. Ensuite, on a une position du Parlement européen qui, elle, essaye de rétablir un petit peu la barre avec plus ou moins de succès, et maintenant s'engagent donc les négociations générales. Mais c'est effectivement un point important de la négociation vraiment politique qui s'engage entre les trois institutions. Merci beaucoup, Gaëlle. On va aussi vous mettre, Elisabeth, le lien d'un webinaire qu'on a organisé il y a un mois avec le CCFD Terre Solidaire et le CCHR sur justement l'évolution du devoir de vigilance et les questionnements actuels avec leurs recommandations, la recommandation de ces deux ONG. Donc, il y a le replay qui est disponible sur le site du FIR. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté des... Oui, Olivier. On va te donner la parole. Est-ce que... Vous m'entendez? Oui, Oui, c'est bon? oui. Ok, bonjour, Olivier Lafitte, l'avocat, administrateur du FIR. Dans le prolongement de la dernière question, est-ce que le FIDH envisage, comme ont pu le faire d'autres ONG, de mettre en cause directement certains groupes financiers, au titre notamment de leur devoir de vigilance, ou dans le cadre d'autres actions judiciaires qui ne passeraient pas par le biais du devoir de vigilance, pour tenter de mettre la pression sur le secteur financier directement, et pas seulement les entreprises qui sont directement, je dirais, impliquées dans les projets dans les pays que vous venez de citer. Donc, effectivement, les possibilités sont pléthores. En tout cas, si on pense à Palestine et territoires occupés, les possibilités d'action, y compris d'action en justice, sont nombreuses. Donc, il y a effectivement, le cas échéant, la loi sur le devoir de vigilance, mais enfin, il y a aussi des violations graves du droit international qui peuvent être évoquées, avec le cas échéant des responsabilités pénales. Il y a aussi toute la législation sur la protection des consommateurs. Enfin, voilà. Donc, il y a pléthore de possibilités d'action en justice. Après, pour l'heure, nous, on essaye à ce stade de faire comprendre l'enjeu et d'engager un plaidoyer auprès des différentes institutions. Dans le cadre du rapport des bio, par exemple, la FIDH vraiment agit en coalition avec l'ensemble des autres ONG. Chacun d'entre nous est en train de discuter avec les investisseurs institutionnels qui sont pointés dans le rapport, pour obtenir des clarifications vraiment sur les mesures qu'ils sont enclins ou en préparation de prendre, et d'obtenir davantage de transparence de ce point de vue-là. Donc, de toute façon, la première étape est nécessairement de plaider auprès des instances, des institutions financières, et d'obtenir clarification sur leur politique. Après, ce qu'on a l'intention de faire.
Merci Gaëlle. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Benjamin, on va te donner la parole. C'est bon. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, alors c'est une question adressée à Johanna sur le sujet du Myanmar. Donc c'est Benjamin de chez Candriam. On a engagé avec beaucoup de compagnies qui avaient encore des opérations au Myanmar. Et certaines nous ont répondu des choses comme OK, mais si on partait, quid de celui qui va reprendre l'activité? Le fait d'y être nous permet quand même d'assurer un certain minimum de sécurité, d'éthique. Voilà. Par exemple, avec pour reprendre un peu le cas de Télénor, là, Télénor est sorti, mais les gens qui ont repris ont probablement des standards bien plus bas. Comment est-ce que, selon vous, il faut répondre à ça? Est-ce qu'il y a une réponse générale ou est-ce que c'est du cas par cas? J'aimerais bien entendre votre point de vue là-dessus. C'est une très bonne question. Alors, il n'y a pas de standards généraux, mais actuellement, la situation en Birmanie ne permet pas tout simplement, dans tous les cas, l'application du minimum de respect des droits des travailleurs ou des droits humains. Donc là, c'est vraiment, nous, de notre côté, un appel au désengagement. Après, il y a des cas particuliers documentés, mais ceux qui sont liés à notre rapport, les 22 entreprises citées dans notre rapport ont toutes des cas extrêmement documentés de collaboration directe avec la junte. Vous pouvez en trouver l'intégralité sur notamment Justice for Myanmar, mais à la fin du rapport, il y a une bibliographie par entreprise et par secteur qui vous permettra de voir le détail. Et ce n'est pas possible, d'autant que dans tout notre rapport, mais pas dans tous les cas, c'est des entreprises qui ont très peu d'employés en fait sur place. C'est entreprises d'investissement. Quand on parle du pétrolier et du gazier, c'est pas l'emploi que ça crée sur place, ni l'énergie que ça apporte en Birmanie, hein. Ça ne leur maintient qu'un faible taux d'électricité, la majeure partie étant exportée, et c'est des secteurs qui emploient très peu de personnes au niveau local. On a les télécommunications avec exactement le même système de très peu d'emplois au niveau local, et tout à fait d'accord sur le départ de Télénor qui ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. Et du quid de qui reprend l'entreprise après aux lois en fait qu'a imposé la junte birmane actuelle, peu importe qui reprend l'entreprise. À partir du moment où on fait une entreprise de télécommunications en Birmanie à l'heure actuelle, on est soumis aux lois imposées par la junte qui vous soumettent tout simplement à transmettre toutes vos données, à imposer une surveillance sur vos lignes, etc., etc. Il n'y a plus de possibilité dans ces secteurs-là de faire du responsable. Quant aux autres secteurs qu'on a pu citer, il y a notamment l'hôtellerie de luxe. C'est pareil, on est sur le même système hein, d'hôtels qui vont en fait louer des terrains et payer tous les mois à l'armée directement. L'armée a ses propriétés évidemment terrestres sur lesquelles il y a la majeure partie des hôtels de luxe en Birmanie, et va donner donc tous les mois en espèces des virements démentiels en montant pour des hôtels de luxe qui ne profitent pas à la population birmane. L'argument de la population birmane, on l'entend en partie sur les travailleurs de l'habillement, par exemple, qui sont des grandes usines qui vont donner énormément d'emplois dans des conditions certes extrêmement précaires, avec des salaires extrêmement bas, mais qui ont un impact sur la vie quotidienne des Birmans massivement. Quand on parle de l'hôtellerie de luxe, quand on parle du gaz et du pétrole ou de l'armement, l'argument de oui, mais pour les virements sur place, il ne marche plus. C'est pareil pour les télécommunications à l'heure actuelle. Hein. En vue de l'augmentation des tarifs qui a été imposée par la junte et des surveillances des lignes, de toute façon, c'est quasiment pas utilisé en fait. Tout le monde s'est adapté. Tout le monde a adapté son vocabulaire pour échanger. On envoie des messages clés pour se rencontrer en personne. Il n'y a plus aucun birman qui va se risquer à une conversation sensible sur n'importe quelle ligne. Ce n'est pas un service qu'on apporte aux birmans, ça ne l'est plus. Donc, il y a en fait très peu de secteurs qui peuvent se prévaloir de ce genre de questionnement parce que dans les faits, la majeure partie et l'intégralité des secteurs qui sont des entreprises qu'on cite dans notre rapport n'ont pas d'impact positif sur la vie quotidienne des birmans et ne permettent en aucun cas d'augmenter les standards de traitement des quelques employés qu'ils ont sur place. Je ne sais pas si c'était clair ou si je me suis un peu perdue, mais si vous avez une question, n'hésitez pas. C'était très clair.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question et après on va pouvoir conclure sur ce webinaire? N'hésitez pas à lever la main. Bon, j'ai l'impression que tout le monde a eu ses réponses. Donc, je vais conclure le webinaire. Merci beaucoup à la FIDH de nous avoir sollicité sur ces sujets qui sont assez alarmants dans ces zones identifiées. Merci aux 3 intervenantes. C'était vraiment très clair et très concis. On a bien respecté le timing, donc vous pouvez tous aller désormais déjeuner. Voilà, et on va poster du coup le replay du webinaire sur notre site internet. On va vous envoyer les présentations ainsi que les contacts des intervenants. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions ou autres. Et voilà, et je remercie encore les quatre intervenants aujourd'hui pour ce webinaire, et on vous envoie tout ça à la suite avec les rapports. Merci beaucoup.